Bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation sur le thème de l'aide médicale à mourir, comment s'y préparer ensemble afin de la vivre avec plus de sérénité et d'humanité, que ce soit pour soi ou pour les proches accompagnants. J'ai choisi une image forte selon moi pour cette première page. On voit un homme avec l'horloge dans ses mains, donc qui attend le moment venu avec ses proches appuyés sur ses épaules. Donc, je trouvais ça fort. Autant c'est beau de pouvoir choisir ce moment-là pour s'y préparer, pour prendre le temps de digérer cette nouvelle-là et tout. Et comme parfois, les gens entament même leur deuil avant le décès de la personne grâce à ce processus-là. Mais également, comment les proches peuvent le vivre et comment nous, on peut le vivre d'attendre cette journée-là. Et justement, avec aujourd'hui, je souhaite vous donner des outils pour mieux vous y préparer, vous et vos proches, pour que ça se fasse plus en douceur. Alors, brièvement, je me présente, Geneviève Léger, accompagnante en fin de vie. Ce que je souhaite, ma mission, est un monde où chacun peut vivre sa fin de vie selon ses désirs, avec dignité, sérénité et humanité, dans un climat de bienveillance où les émotions peuvent s'exprimer de façon libre, qu'il n'y a pas de tabou, qu'il n'y a pas de non-dit. Puis c'est de là que je pense que l'accompagnement est vraiment pertinent parce qu'on est vraiment une personne de l'extérieur. Et parfois, malgré que j'ai accompagné des familles où il y avait vraiment une belle relation familiale, ils se disaient beaucoup les choses, il n'y avait pas vraiment de non-dit au sein de la famille. Mais par contre, la personne qui allait décéder parfois euh, s'empêchait de parler de certains sujets ou de nommer certaines choses parce qu'elle voulait pas inquiéter ses proches, elle voulait pas leur faire de la peine. Donc, c'était vraiment par amour, par bienveillance envers eux, mais c'est ce que peut apporter, entre autres, une personne accompagnante de l'extérieur, donc qui est vraiment neutre et qui est pas impliquée émotionnellement dans ce processus-là, quoique on est quand même des humains, on a une sensibilité, mais je veux dire, on n'a pas de lien avec la personne avant de la rencontrer à ce moment-là. Et nous, on est vraiment outillés pour soutenir la personne à travers les différentes étapes, les différentes émotions et les différentes démarches administratives aussi qu'elle devra faire. Je voulais vous partager une petite citation de Anne Bert, écrivaine, qui décrit quand même ce que plusieurs personnes qui demandent l'aide médicale à mourir pensent. Je ne veux pas que mes proches gardent de moi l'image d'une femme diminuée, souffrante. Je veux qu'ils se souviennent de la femme que j'ai été jusqu'au bout. Alors, on parle ici de dignité, tu sais, de mourir dans la dignité. C'est vraiment ce que cette phrase-là évoque. J'ajouterais au Québec aussi, puis ailleurs dans le monde, mais je vais me concentrer sur le Québec et le Canada. Les gens ne veulent pas être un fardeau pour leurs proches et veulent mourir en ayant le plus d'autonomie possible. Donc, c'est relié un peu à la dignité aussi, on se le dit, mais le fardeau aussi que peut représenter le fait d'être malade, le fait de vieillir dans des conditions avec la maladie, c'est vraiment aussi ce qui revient beaucoup dans le choix des personnes qui choisissent l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce que l'aide médicale à mourir et comment ça se déroule? Je vais y aller vraiment en grande ligne parce que je me suis aperçue qu'auprès des familles que j'ai accompagnées, en fait, post-décès, j'ai questionné beaucoup de gens qui ont vécu l'aide médicale à mourir auprès d'un proche. Et puis, ce qui était difficile pour eux, c'est justement le déroulement qu'ils avaient cru comprendre, puis finalement, ça se passait pas exactement comme ils pensaient, ou peut-être qu'ils ont mal suivi l'étape des aiguilles, ou le proche s'est mis comme à bouger un peu les mains s'il n'en attendait pas. Ce que je veux que vous reteniez dans comment ça se déroule, la journée même, au moment de l'injection des médicaments, en fait, c'est qu'on va injecter des médicaments à la personne, un pour l'endormir, comme dans un sommeil profond. Donc, la personne ne pourra plus vous répondre, mais il se pourrait qu'elle ait des spasmes physiques. Comme nous, quand on dort, des fois, on peut avoir des petits spasmes, on peut avoir les yeux qui clignent comme un peu plus, mais on ne pourra pas répondre à la personne. Ensuite, il y aura la pratication. La personne va tomber dans un état vraiment comateux où là, il n'y aura plus de réaction physique du tout. Il n'y aura pas de douleur non plus.
Et finalement, les derniers médicaments injectés seront un médicament qui va vraiment provoquer l'arrêt des fonctions vitales, donc l'arrêt du cœur, respiration, etc., et où la mort va découler donc de ça. Sachez que l'équipe médicale, elle aura fait le choix des médicaments, la quantité, l'ordre et tout, tout est décidé à l'avance en fonction vraiment de la condition de la personne. Donc, c'est sûr que les médicaments vont faire effet, ça faut pas en douter. Il faut faire confiance à l'équipe médicale, puis au besoin, poser des questions si vous avez des doutes, des inquiétudes ou quoi que ce soit, ou même après la séance, si vous demeurez avec des questions ou des interrogations sur le processus, sur quelque chose, n'hésitez pas à questionner. Ça l'aide après ça à faire son deuil puis à rester moins en état de choc par rapport à ce moment-là. Euh, Ou sinon, préalablement, en fait, l'aide médicale à mourir, c'est une aide qui doit être demandée et qui peut être seulement prodiguée selon des critères spécifiques. Donc, on doit répondre à des critères spécifiques. Puis ça, c'est vraiment votre équipe médicale qui peut vous guider à travers ce processus-là pour remplir la demande également. Il y aura toute une équipe qui va analyser votre dossier, travailleur social également, 2 médecins. Donc, c'est vraiment un protocole assez strict qui est suivi avant de se rendre à la prodiguation des soins de médical à mourir. Et comme je disais tout à l'heure également, euh, en fait, il pourra être temps de changer sa décision en tout temps. Donc, voilà où l'aide médicale peut être prodiguée, on peut la prodiguer à domicile, qui est le choix numéro un généralement des personnes, en fonction de notre état de santé, bien évidemment, et du lieu où on se trouve à ce moment-là. Ensuite, il y a à l'hôpital les maisons de soins palliatifs et d'autres lieux comme des centres de soins de type CHSLD ou résidences privées. Par contre, là, faut valider quand on tombe en termes de privé, à savoir si c'est permis dans les lieux. Il y a certains endroits qui vont interdire l'aide médicale à mourir dans leurs locaux. Donc, de là, des fois, des transferts qui doivent avoir lieu pour que l'aide médicale à mourir soit prodiguée à la personne. Le choix de la date, en fait, je le disais un peu tantôt, là, mais on parle d'une date. Donc, oui, il va falloir choisir une date et il y aura une heure qui vous sera également transmise. Cette date-là va être décidée en grande partie avec l'équipe médicale pour vous guider en fonction, c'est quoi mon pronostic? C'est quoi mon état et comment il risque d'évoluer au fil du temps en fonction de la maladie, les douleurs, la perte d'autonomie et tout. L'équipe médicale ne détient pas de boule de cristal, donc elle ne peut pas vous garantir dans quel état vous serez dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Elle peut vous donner une ordre d'idée en fonction de ce qui est vécu dans les cas qu'ils ont vus, dans ce qui a été observé. Euh, donc, c'est vraiment plus un barème qu'ils vont pouvoir vous donner, mais ça ne veut pas dire que votre circonstance sera exactement comme celle-ci. Euh, Ensuite, en plus au niveau personnel, c'est important de se demander, est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais faire, accomplir ou vivre d'ici à cette journée-là? Qu'est-ce qui sera le mieux pour mes proches et pour ma sérénité? Et là, je veux mettre un bémol, j'ai mis proche, mais c'est pas dans le sens que c'est vos proches qui doivent choisir cette date-là. C'est vraiment la personne qui doit choisir sa date. Par contre, une discussion avec les proches peut être vraiment optimale. Euh, En fait, je me rappelle dans l'écoute d'un podcast, les petits-enfants, la personne qui avait fait un choix de date, en discutant avec la famille, s'est rendu compte que la date choisie, ça donnait dans la période d'examen universitaire de plusieurs petits-enfants qui souhaitaient assister euh, à l'aide médicale à mourir. Et donc, le grand-père a changé sa date pour le mettre après pour que ses petits-enfants se concentrent à leurs études. Et lui était à l'aise avec cette décision-là aussi de repousser cette date-là. Donc, c'est vraiment plus quand on en parle, quand on a tout, quand c'est mis sur table, si nos proches sont plus sereins, si c'est plus accepté par tous, ben forcément, ça aura un impact également sur la personne qui fait ce choix-là. Donc, ça va apporter plus de sérénité également à cette personne-là. Il est normal, malgré toutes les bonnes intentions, malgré toutes les réflexions qu'on aura eues, que la personne vive une certaine forme d'incertitude face à ce choix. Euh, on choisit quand même le moment auquel on va mourir. Alors, c'est pas rien comme choix, mais ce qui est important de garder en tête, c'est que cette date-là peut être modifiée. Alors, c'est pas parce que vous choisissez la date X
qu'après ça, c'est final, puis il n'y a plus de retour en arrière. Au contraire, si votre état évolue plus vite que vous pensez ou moins vite que vous pensez, puis que vous voulez plus ou moins de temps, vous pouvez toujours en discuter avec votre équipe médicale et ils vont toujours pouvoir regarder avec vous comment revoir ce choix-là pour que vous soyez vraiment à l'aise et serein avec le choix de la date. Je voulais vous faire une brève histoire de l'aide médicale à mourir simplement pour démontrer que c'est quand même assez récent tout ça. Donc, tu sais, je pense que c'est normal euh, qu'on ait encore des questions, que ce soit encore un peu tabou et que ce soit parfois vécu de façon un peu malhabile par la famille parce qu'on n'en a pas vécu 12 aide médicale à mourir comme personne. Tu sais, je parle pas celle qui le recevra, bien évidemment. Je veux dire, comme proche, on n'a pas accompagné des centaines de gens là-dedans. Et également, vous démontrer à quel point ça évolue aussi. Donc, une petite note, là, c'est vraiment important de valider toujours je vais l'avoir, non, je ne l'aurai pas. L'admissibilité, je vais l'avoir, à l'aide médicale à mourir avec l'équipe médicale parce qu'elle évolue de jour en jour, les formulaires changent et tout. Donc, je vous donne les grandes lignes ici aujourd'hui, mais ça se peut que ça allait changer d'ici au moment où vous voyez cette conférence. Alors, c'est depuis 2014 que c'est permis l'aide médicale à mourir pour les personnes en fin de vie qui répondaient à certains critères au Québec. En 2015, la Cour suprême du Canada a invalidé certains articles du Code criminel pour justement permettre l'aide médicale à mourir, le droit à l'aide médicale à mourir. Et c'est en juin 2016 que la loi est adoptée officiellement pour le Canada pour donner droit et autoriser en fait l'aide médicale à mourir. Et on devient un des rares pays à pouvoir vivre ce choix-là. 2023, ben, il y a eu le projet de loi 11 au Québec qui est venu retirer l'exigence d'être en fin de vie pour obtenir l'aide médicale à mourir. On refuse toujours l'aide médicale à mourir pour les troubles mentaux seuls, donc autres que les troubles neurocognitifs. On a l'obligation maintenant dans les maisons de soins palliatifs d'offrir l'aide médicale à mourir. Donc ça, c'est nouveau depuis 2023, ce qui est quand même souhaitable puisque beaucoup de gens ont terminé leur jour là-bas. Donc que ce choix-là, cette option-là leur soit offerte et disponible, c'est très bien. L'autorisation également maintenant pour les infirmières praticiennes spécialisées de pouvoir administrer l'aide médicale à mourir et la sédation palliative continue. Je voulais faire une petite différenciation en fait entre l'aide médicale à mourir et la sédation palliative continue. L'aide médicale à mourir, c'est vraiment des injections de médicaments qui vont faire arrêter les fonctions vitales, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et ça va durer tout au plus quelques minutes. Une sédation palliative, en fait, ça va être une administration lente de médicaments qui vont plonger la personne dans un coma, généralement. Puis c'est vraiment dans le but d'enlever toutes les douleurs à la personne et de laisser place à la mort tranquillement. Donc, ça peut prendre plusieurs jours avant que la personne décède avec une sédation palliative. C'est vraiment la grosse différence entre les deux. C'est vraiment dans le but d'atténuer les douleurs, mais ces médicaments-là vont avoir comme effet souvent que la maladie prenne place davantage et que la mort s'ensuit. En 2024, il y a eu l'élargissement des critères. Donc maintenant, on inclut les personnes ayant un handicap physique grave et persistant parmi les critères d'accès à l'aide médicale à mourir. Et tout récemment, en 2025, on peut maintenant faire des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette capsule-là, c'est seulement des personnes qui ont reçu un diagnostic de maladie grave et incurable qui pourraient mener à l'inaptitude à consentir aux soins qui peuvent faire une demande anticipée. Exemple, on pense à la maladie de l'Alzheimer. Par exemple, la personne est détectée avec de l'Alzheimer en début d'Alzheimer. Elle est donc apte à prendre des décisions et tout. Elle pourrait formuler une demande d'aide médicale à mourir et dire, exemple, quand j'arrive à tel stade avancé de la maladie, moi, je veux qu'on me prodigue l'aide médicale à mourir. Ce qui est important aussi de voir, c'est que la discussion autour de l'aide médicale à mourir se poursuit tout le temps, puis je pense que c'est ce qui est souhaitable afin qu'elle soit encadrée, qu'on évite les dérapages, mais également qu'on puisse l'élargir à des personnes qui en auraient vraiment le souhait
et qui serait, dans le fond, favorable pour eux à ce moment-là également. Alors, c'était le peu d'histoire. Voici quelques statistiques. Alors, en 2023, c'est 15 343 personnes au Canada qui ont reçu l'aide médicale à mourir. Ça représente 4,7 des décès. Et c'est 36,5 des aides médicales à mourir qui ont été prodiguées au Québec, soit 5 601. Sachez qu'au Québec, on est les champions mondiaux en termes de nombre d'aides médicales à mourir proportionnellement à notre population. Donc, on est vraiment l'endroit où on en prodigue le plus. Puis, j'aurai une petite réflexion à la fin à vous soumettre à ce sujet-là, justement. 95,9 des aides médicales à mourir au Canada en 2023 concernaient des patients encore dont la mort naturelle était prévisible. On notera dans l'histoire que c'est encore récent le fait qu'on pouvait, que le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible était retiré. Donc, je crois que c'est ce qui explique que c'est encore majoritairement des gens qui ont un diagnostic de fin de vie là, qui font cette demande-là. Également, sachez que c'est plus de 61,7 des personnes qui reçoivent l'aide médicale à mourir qui sont atteintes du cancer. Donc, c'est vraiment la forme numéro un là, des demandes d'aide médicale à mourir à ce jour. On pense aussi, on sait de plus en plus détecter les cancers, les stades. On sait aussi l'effet des traitements sur les gens de plus en plus. Donc, le fait qu'on peut préciser, si on veut, les pronostics, puis que les gens ne veulent pas d'acharnement médical, quand on sait que c'est une fin imminente, les gens vont faire le choix là, de recevoir l'aide médicale à mourir au niveau du cancer. Une petite réflexion, il y a 2906 personnes qui sont décédées au Canada avant que leur demande d'aide médicale à mourir soit traitée. Je voulais amener la réflexion avec ce chiffre-là, en fait, puis je l'ai vécu avec une personne que j'ai accompagnée, en fait. Elle avait fait sa demande d'aide médicale à mourir, puis finalement, elle a changé sa décision. Mais ce qui a fait changer sa décision d'un côté, c'était aussi le fait que la date qu'elle choisissait, c'était comme une date quand même assez loin. Là, on parlait de 1 à 2 mois, je crois, le temps que les démarches soient effectuées de son côté, puis tout ça. Puis le moment idéal pour elle en fonction de ça. Puis après ça, c'est un peu questionné à savoir est-ce que ça se pourrait que ma maladie l'emporte avant cette date-là et ça serait quoi l'impact sur mes proches? Et c'est là que j'ai envie d'amener juste un petit sujet de sensibilité. En fait, c'est que malgré le fait que la date soit choisie, plus elle est choisie loin du moment là, où on est aujourd'hui, il peut y avoir des chances qu'une infection, une complication survienne. Puis c'est pas d'alarmer personne, mais c'est juste attendez pas la veille de l'aide médicale à mourir pour dire ou pour faire certaines choses, que vous soyez un proche ou la personne même. Dès que vous avez ce diagnostic-là, si vous sentez le besoin de partager des choses, de dire ou de faire des choses, faites-le dès que vous pouvez parce qu'on ne sait jamais ce que demain peut nous réserver. Ensuite, deuxième chose, tantôt je vous ai nommé les lieux où on pouvait recevoir l'aide médicale à mourir et en fait, c'est 37,8 des personnes qui ont reçu l'aide médicale à mourir qui l'ont fait dans une résidence privée, mais au Québec, ce pourcentage-là est de 28,8. Alors au Québec, c'est davantage dans les hôpitaux qu'on prodigue ces soins-là. J'ai pas la réponse du pourquoi, mais je me questionnais à savoir est-ce qu'on est bien au courant que ça peut se faire à la résidence privée ou est-ce que c'est plutôt parce qu'au moment où les gens reçoivent cette aide-là, en fait, soit c'est parce qu'on n'est pas à l'aise de le recevoir à la maison, puis c'est tout à fait correct, ou est-ce que c'est parce que les gens sont déjà hospitalisés, puis dans le fond, on va pas les déplacer à la maison pour ça, alors on prodigue le soin en hôpital, mais je trouvais intéressant de se poser la question. Maintenant, quelques conseils avant le jour J. Mon petit bonhomme qui se pose des questions, en fait, que vous soyez un proche ou que vous soyez la personne concernée, ça se peut que vous ayez des questions d'ici au moment où la médicale à mourir sera prodiguée. Puis des fois, quand le professionnel de la santé arrive devant nous, on a oublié les questions. Alors, si vous en avez la capacité, sinon demandez à des proches,
Notez les questions que vous avez sur un bout de papier, laissez-les à proximité ou au bon endroit pour que lorsque vous allez voir le professionnel de la santé la prochaine fois, vous allez pouvoir avoir réponse à toutes ces questions-là. Ensuite, les petits nuages, ben en fait, ça représente quelles sont vos inquiétudes, quelles sont vos préoccupations par rapport à cette journée-là. Et de là, ben, des fois, de demander un accompagnement pour pouvoir en parler ou de s'assurer de bien poser ces questions pour pas être que dans la rumination mentale de tout ça. Donc, de soulever nos inquiétudes par rapport à cette journée-là, afin de les démystifier puis de s'apaiser par rapport à ça également. Ensuite, qui on veut voir d'ici cette journée-là ou à cette journée-là. Donc, c'est des questions qui est bon de réfléchir et de se poser avant le jour J pour tendre à vraiment un sentiment d'apaisement, de sérénité et d'avoir le moins de regrets possible. Ma petite image avec le cœur, la montagne et les étoiles, quels sont vos désirs jusqu'à cette journée-là? Puis encore une fois, là, je vais faire une petite analogie avec l'accompagnement, mais des fois, on a des objectifs, on a des rêves, on a des choses qu'on aimerait accomplir, mais par contre, des fois, notre état de santé, on ne sait pas comment on peut y arriver avec notre état de santé ou en fonction de l'énergie qu'on a. Puis c'est de là qu'un accompagnement peut vous aider à soit adapter ce rêve-là en fonction de votre énergie ou d'aller chercher des ressources ou des outils parce qu'on en a plein pour rendre ça possible pour vous. Donc, le plus possible pour que ce soit vraiment selon vos désirs puis que vous ayez vraiment une satisfaction puis une sérénité par rapport à ces derniers jours-là. Ensuite, le petit livre avec les fleurs, ben, qu'est-ce que vous voulez laisser? Est-ce que vous voulez qu'on laisse des écrits, des lettres? Est-ce que vous voulez qu'on fasse des vidéos? Qu'est-ce que vous voulez laisser à vos proches comme empreinte de votre passage? Alors, c'est toutes des choses qu'on peut réfléchir aussi en accompagnement et soutenir, bien évidemment. Mes petits feux d'artifice, en fait, c'est est-ce que vous avez déjà pensé à faire une célébration de votre vie? On a vécu notre vie du mieux qu'on pouvait. On a parfois certains regrets, certaines déceptions. Ben moi, c'est une de mes forces, c'est de faire ressortir le beau de votre vie. C'est pas de cacher tout ce qui a été plus négatif. Au contraire, on va regarder ensemble des outils euh, pour apaiser ces déceptions-là et tout. Mais en fait, on peut aussi vous faire rayonner à travers votre vie. Puis on peut célébrer ce que vous avez fait de votre vie parce qu'on fait toujours du beau, malgré tout. Ensuite, le petit bonhomme qui parle, ben, est-ce que vous vous exprimez librement? Est-ce que vous êtes capable de vous exprimer? Est-ce que vous le faites? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de dire, de partager avant de quitter? Et ben, la main dans le cœur, c'est est-ce que vous avez tout le soutien nécessaire pour passer à travers ces dernières journées-là et dans le fond, vous accompagner à travers tout ce processus-là qui est la fin de vie. Ensuite, au niveau du dernier jour, des petits trucs et astuces par rapport au dernier jour. Puis en même temps, j'ai envie de commencer ça avec le plus grand regret selon Bronnie Ware, qui est en fait, elle a beaucoup accompagné les gens en fin de vie, puis elle a écrit un livre sur les plus grands regrets des gens en fin de vie. Et ce qu'elle a nommé, en fait, le plus grand regret des gens, c'est j'aurais aimé avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, fidèle à moi-même, pas celle que les autres attendaient de moi. Et j'ai envie de vous dire, vous avez choisi ce moment-là. Si vous avez fait le choix de l'aide médicale à mourir, vous choisissez le moment de votre décès. Faites-en un moment à votre image et selon vos désirs. C'est encore le temps de faire de cette portion-là une portion de vie à votre image. On ne peut pas changer le passé, mais on est ici et maintenant et comment on peut le vivre pour le rendre à votre image avec le moins de regrets possible. Ben, c'est pour ça qu'on est là, les accompagnants en fin de vie également. Des petits trucs, si dans le fond, pour les proches ou pour vous-même, à vous poser, comment vous voulez que ça se passe? J'ai justement dans les témoignages des gens
qui ont vécu l'aide médicale à mourir, j'ai constaté que ça dépendait beaucoup du cercle familial. Est-ce que les gens sont à l'aise avec ça? Est-ce qu'il y a des contacts physiques dans cette famille-là? Est-ce qu'ils sont proches les uns des autres? Est-ce vont faire un rituel en fin de vie ou quoi que ce soit? Là, je mettais l'image des câlins parce que c'est arrivé dans certains endroits que lorsque c'était le moment, les gens se réunissaient à la salle, à l'endroit où la médicale allait être prodiguée, puis tout le monde se parlait de tout et de rien et n'adressait que très peu la parole à la personne qui allait recevoir le soin en fin de vie. Euh, Probablement parce qu'ils étaient très mal à l'aise et qu'on ne sait pas comment agir dans ce moment-là. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de prévoir comment on veut que ça se passe et que, en fait, comment on veut que la personne, comment elle veut que ça se passe euh, pour que ce soit clair pour tous, puis tendre à diminuer les malaises parce qu'on va se rattacher à la personne veut que ça se passe de telle façon. Alors voici comment ça va se passer aujourd'hui. Alors je mettais les câlins. Est-ce qu'on veut se faire une dernière accolade avec les gens qui sont là, se dire un dernier au revoir? Est-ce qu'on veut mettre certaines chansons, notre musique préférée, une musique qui a marqué notre existence ou qui correspond à ce qu'on aimerait transmettre comme message? On voit beaucoup aussi les gens qui vont faire un dernier repas avec leurs proches, à savoir leur mets préféré, savourer cette nourriture-là, un dernier verre de vin ou peu importe, avec les proches. Des fois, c'est un grand groupe de personnes. Des fois, on va préférer faire ça vraiment en intimité pour le vivre avec les gens qui ont été très proches de nous. Et là, j'avais mon petit orateur qui fait un discours. Ben, si c'est vous la personne qui allez recevoir l'aide médicale à mourir, aimeriez-vous dire un dernier message? Aimeriez-vous prendre la parole une dernière fois? Mais si ce n'est pas le cas, est-ce que vous souhaitez laisser une lettre pour qu'on lise après? Mais vraiment d'émettre des choses sur comment vous voulez que ça se passe parce que ça peut éviter aussi le fait que les proches, certains proches pourraient dire, ben, on va faire ça de telle façon, l'autre non, lui oui, moi non. Donc, pour vraiment essayer d'encadrer ça, puis diminuer les tensions, les malaises à travers cette journée qui sera remplie d'émotions pour tous, bien évidemment. Et je le mentionnais pour les proches, ce qui est quand même particulier de l'aide médicale à mourir, c'est que parfois la personne la reçoit en étant relativement en pleine santé, donc justement avant qu'on voit son état dépérir. Et on avait été habitué de voir les gens dépérir pour se faire à l'idée que c'est comme si ça nous disait, ben oui, tu sais, on voit qu'il est plus bien, ça va être une libération et tout, mais quand l'état physique de la personne ne nous permet pas de se dire ça, c'est parfois très difficile et même un choc pour les proches d'accepter cette fin de vie-là. Ils peuvent se dire, ben voyons, est-ce qu'on aurait pu passer un dernier Noël ensemble et tout. Donc, c'est des questions. Puis, tu sais, je pense que pour les proches, c'est important. Ils veulent vous soutenir. Ils vont, tu sais, ce que j'ai entendu beaucoup, c'est son choix. On va respecter son choix, puis on veut le soutenir dans son choix. Mais pour eux, c'est souvent très difficile de vivre ces moments-là. Donc, pour les proches, je pense aussi que c'est important d'avoir un certain accompagnement pour vivre ce moment-là plus doucement, plus humain. Et de là, les préparations et les outils que j'ai mentionnés un peu plus tôt peuvent vraiment aider à venir faire ce passage-là en douceur également pour les proches. La petite réflexion que j'avais envie de vous amener quand à travers toute cette recherche-là et ces partages-là que j'ai eus sur l'aide médicale à mourir, je me suis demandé, puis comme plusieurs, je me demande pourquoi le Québec est-il la province qui administre le plus l'aide médicale à mourir? Où j'ai envie d'aller avec cette question-là, en fait, ben, tu sais, il y a beaucoup de choses qui revenaient, je l'entendais, tu sais, les enfants sont très occupés, donc, dans le sens, mes enfants sont tellement occupés que, tu sais, je peux pas leur ajouter cette charge-là à leur horaire, c'est déjà beaucoup. Donc, je veux pas être un fardeau. Et surtout, ce qui revenait, c'était, je veux pas finir en CHSLD, sachant qu'on veut pas non plus être ce poids-là pour nos enfants. L'autre option, on dirait souvent qui s'offre à nous, c'est le CHSLD. Et en fait, ce que je voulais amener comme réflexion, c'est euh, est-ce que, comment je pourrais le formuler? Je suis pour l'aide médicale à mourir. Je crois que c'est un choix parmi des choix.
Et pour avoir un choix éclairé, ben, je pense que c'est important de savoir tous les choix qui s'offrent à nous pour savoir si c'est la meilleure option pour nous. Puis dans plusieurs cas, la réponse va être oui. Puis on est vraiment chanceux d'avoir cette option-là au Québec, mais c'est une option parmi tant d'autres. Euh, Quand on parle d'être un fardeau, ben moi, ça me faisait poser comme question aussi, euh, ben, comme société, quelle place on fait aux aînés? Est-ce que si les aînés étaient valorisés, étaient intégrés dans notre société, est-ce qu'ils auraient autant peur de devenir un fardeau, autant peur de perdre leur autonomie? C'est une question qui, je trouve, est intéressante à se poser. Ce qu'on sait, puis ce qu'on peut éliminer d'emblée, en fait, c'est que les soins palliatifs et les soins de fin de vie sont accessibles au Québec. Donc, c'est pas pour ça que les gens vont avoir recours à l'aide médicale à mourir. Ces soins-là sont accessibles. Donc, ceux qui ont eu l'aide médicale à mourir avaient accès à ces soins-là. Donc, ça élimine cette cause-là. Mais c'est quand même intéressant de se poser la question. Puis j'ai comparé des chiffres à la Belgique parce que dans des arguments qui arrivaient, c'est ben oui, mais au Québec, tu sais, on a cette discussion-là depuis bien des années, puis tu sais, on est peut-être un peu plus avant-gardiste sur ce sujet-là. Oui, mais la Belgique le font depuis 2002, l'euthanasie avec certaines formes, puis leurs critères sont encore plus élargis que nous à ce jour. Malgré ça, le Québec fait 2 fois plus d'aide médicale à mourir par million d'habitants que la Belgique. Euh, alors, je trouve vraiment que c'est que se questionner, est-ce que est-ce que c'est par rapport à nos valeurs? Est-ce que c'est par rapport à l'information? Est-ce qu'on sait c'est quoi les soins qu'on a en fin de vie? Puis est-ce qu'on a envie de les avoir? Et puis par rapport à la place en fait qu'on fait justement aux aînés ou à la perte d'autonomie, la vision qu'on a de la perte d'autonomie d'être un fardeau. J'avais eu une discussion avec mon père qui lui me disait moi c'est l'aide médicale à mourir, je me pose pas de questions, c'est ça, je veux pas vous faire vivre ça, je veux pas être diminué. Puis tu sais, j'ai fait voir la vision de ben écoute, tu sais, moi j'ai pris soin de mon grand-père qui souffrait d'Alzheimer, j'ai lavé ses fesses, j'ai changé ses couches, j'ai donné le bain, puis ça a été des super beaux moments qu'on a eus, moi et lui. Je vous dis pas qu'il était pas triste quand il y avait des moments de conscience, puis qu'il me voyait en train de s'essuyer les fesses, tu sais, ça le fâchait, mais en même temps, on a vécu des très beaux moments ensemble, on chantait, il était dans sa maison jusqu'au au plus long qu'il a pu. Euh, et donc, tu sais, si, si on savait qu'on pouvait finir nos jours dans des conditions médicales avec des soins qui nous permettent de ne pas souffrir, puis que peut-être on aurait des soins qui permettraient de ne pas être ce fardeau-là pour la famille, exemple des soins à domicile qui seraient faciles d'accès, qui seraient peu coûteux, est-ce qu'on aurait le même enclin pour l'aide médicale à mourir? Ben, je trouve que c'est une belle réflexion, puis il y a des recherches justement là, qui se penchent là-dessus. Je vous ai mis quelques liens en bas de la diapositive qui peuvent vous aider là, à pousser la réflexion. Mais je souhaitais juste déposer cette petite réflexion ici aujourd'hui avec vous. Ensuite, je voulais vous partager pourquoi on choisit d'être accompagné. Pourquoi choisir d'être accompagné en fin de vie? Ben, premièrement, j'en parlais tout à l'heure, mais les accompagnants en fin de vie, on est au courant des différentes options qui s'offrent à vous. Et là, je ne veux pas me prononcer sur le point de vue médical, mais on peut vous référer, vous donner des ressources et vous aider, dans le fond, à aller chercher les bonnes informations. Également, ben, ça peut permettre d'alléger le fardeau des proches et pour vous parce qu'on va vous soutenir, on a une connaissance d'informations, on peut être votre soutien émotif, que vous ne voulez peut-être pas que vos proches soient en tout temps pour vous parce que vous voulez profiter de ces moments-là avec eux. Euh, Ensuite, ben, c'est comme je le mentionnais un peu, avoir une écoute d'une personne externe pour partager toutes vos peurs, inquiétudes, vos regrets, mais aussi vos joies qui parfois on n'ose même pas partager avec nos proches parce qu'on peut trouver que ça peut être blessant, farfelu ou peu importe, pour vous apaiser. Donc, de mon côté, j'offre aussi des massages. J'offre un dernier massage en fin de vie. Puis, on va adapter les manœuvres en fonction de votre condition médicale, bien évidemment.
Également, ben, par rapport à l'aide médicale à mourir, plus précisément, on nous présente tous les beaux côtés, mais comment se préparer pour adoucir les côtés qui sont un peu plus sombres de ce type de décès. Euh, comment accompagner la vie jusqu'au bout pour adoucir le départ, mais aussi préparer le après. Parce que je pense que si vous savez qu'il y a un après pour vos proches qui seront accompagnés, ça aussi, ça peut vraiment apaiser la personne. Euh, et comment on peut en faire un moment humain, doux et significatif pour mourir et laisser nos proches avec davantage de sérénité. Alors, ce n'est que quelques raisons pourquoi être accompagné. J'en ai nommé également tout au long de la, la présentation, mais en voici quelques-unes en résumé. Alors, s'offrir une fin de vie accompagnée, c'est choisir d'être pleinement vivant jusqu'au dernier souffle. En fait, moi, c'est vraiment ce qui me guide. C'est tant que vous n'êtes pas mort, vous êtes vivant. Alors, rendons ces moments-là pleins de vie à travers tout le processus, toute la gamme d'émotions que ça peut faire vivre également. Mais rendons ces moments-là vivants. Vous n'êtes pas mort, vous êtes vivant. J'en parlais tout à l'heure, des petits témoignages en fait que j'ai eus. Ben, elle voulait parler à quelqu'un qui n'était pas nécessairement un membre direct de la famille. Alors, justement, ça revient un peu à ce que je disais, puis elle le mentionne. Je pense que parfois nos proches ne veulent pas nous surcharger avec toutes leurs émotions car ils savent que nous traversons une période difficile avec l'approche de leur décès. Et comme quoi, mon soutien a fait du bien à la maman qui est décédée, mais également à sa fille que j'ai accompagnée parce que je suis quand même là et je côtoie les proches aussi lors de mes visites. Donc, et je peux offrir ce soutien-là aussi par téléphone aux proches si c'est le souhait également. Brièvement, le processus d'accompagnement, en fait, c'est que j'offre un appel gratuit d'une durée d'à peu près de 30 minutes où on va s'assurer, dans le fond, ben, on va valider c'est quoi vos besoins, qu'est-ce que vous recherchez comme accompagnement pour s'assurer que mes services répondent à vos besoins parce que je ne suis pas une préposée aux bénéficiaires, je ne suis pas infirmière, je suis vraiment là pour apporter un soutien émotif, administratif, une présence, une écoute euh, et guider les gens à travers ce processus-là de fin de vie. Ensuite, ben, si les services conviennent, je vais vous faire une offre qui est vraiment adaptée à vos besoins en fonction de ce que vous m'aurez mentionné. Donc, c'est vraiment une offre personnalisée. Je donne des petits exemples ici, rencontres, appels, outils, médiation avec les proches, célébration, soutien aux proches pendant et après. Ça peut être la cérémonie de décès qu'on bâtit ensemble, c'est quoi les étapes après le décès et tout ça. On va mettre ensemble les priorités. Donc, c'est quoi vos besoins prioritaires? Puis comment vous voulez que les séances se déroulent? Puis on va s'adapter en fonction de votre énergie et de votre condition médicale. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je vous offre mon soutien tant au niveau émotif qu'au niveau administratif. J'ai un coffre à outils bien rempli. Sans compter également la présence et l'écoute que je vais vous offrir pour vous exprimer puis être vous à 100%. J'ai pas envie que vous mettiez de gants blancs avec moi ou que vous mettiez un costume d'une autre personne ou le chapeau d'une autre personne. Je veux que vous soyez pleinement vous avec moi pour que vous vous sentiez libre et serein à travers tout ce processus-là. Et j'offre également un dernier massage en fin de vie qu'on fait généralement 72 heures ou moins là, avant le décès. Je vous laisse quelques petites ressources ici, donc gratuites pour vous aider à travers ce processus-là, que vous soyez un proche ou autre. Donc, l'aide médicale à mourir au Québec, tout ce qui est processus d'admission, conditions, etc. Il y a l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité qui est remplie de ressources également pour vous guider. Il y a une aide qui est redevenue dernièrement 24 heures, 7 jours sur 7, qui s'appelle Telaide Montréal. Donc, c'est une ligne d'écoute pour vous soutenir si jamais vous en avez besoin à tout moment de la journée. Et il y a Biblio Santé que j'ai découvert et c'est mon petit diamant que j'avais envie de vous partager. En fait, Biblio Santé, ils vont avoir différents thèmes. J'en ai mis qui sont un peu plus en lien avec ce qu'on a discuté aujourd'hui, soins de fin de vie, proches aidants, cancer, deuil. Mais c'est, dans le fond, des livres, des ressources,
des documentaires sur ces sujets-là qui peuvent vraiment vous accompagner à travers ces différents processus-là. C'est gratuit, puis c'est vraiment des petits bijoux. Sinon, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque de votre quartier, puis ils ont accès, dans le fond, pour vous référer à tous ces ouvrages-là, mais je trouvais que c'était des petits bijoux là, pour vous soutenir et vous guider gratuitement au fil de votre processus. Alors, pour un accompagnement, je le disais tout à l'heure, mais s'offrir une fin de vie accompagnée, c'est choisir d'être pleinement vivant jusqu'au dernier souffle. Vous avez mon adresse courriel, mon site internet. Vous pouvez me voir également sur les réseaux sociaux. Je partage différents témoignages, commentaires, petites pensées, petits outils. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions pour plus d'informations. Ça va me faire plaisir. Et je vous remercie pour ces 41 minutes que vous m'avez accordées aujourd'hui de votre temps. Et puis, j'espère que vous repartez avec des beaux outils et des belles ressources pour votre processus. Et je suis là au besoin, certainement. Merci, à la prochaine.